Top secret. Transcription officielle de la base aérienne militaire de Roswell, US Air Force, 509e escadron de bombardiers. Sujet, Alien Interview, 24 juillet 1947, première séance. Avant que vous soyez capable de comprendre la question de l'histoire, vous devez, premièrement, maîtriser la question du temps. Le temps n'est rien de plus qu'une mesure arbitraire du déplacement des objets dans l'espace. L'espace n'est pas linéaire, l'espace est déterminé par le point de vue d'un ISBI qui considère un objet. La distance entre l'ISBI et l'objet considéré est appelée espace. Les objets, ou masses d'énergie, n'ont pas nécessairement un déplacement linéaire dans l'espace. Dans cet univers, les objets tendent à se mouvoir de façon aléatoire, ou selon un modèle courbe ou cyclique, ou encore, selon des règles reconnues. L'histoire n'est pas une suite linéaire d'événements, à la différence de ce que sous-entendent de nombreux auteurs de livres d'histoire sur Terre, parce que l'histoire n'est pas une corde que l'on peut étirer et marquer comme un instrument de mesure. L'histoire est une observation subjective du mouvement des objets dans l'espace, fixée du point de vue d'un survivant, plutôt que du point de vue de ceux qui ont succombé. Les événements se produisent de façon interactive et concurrente, de la même façon que le corps physique a un cœur qui pompe le sang, tandis que les poumons acheminent l'oxygène jusqu'aux cellules, lesquelles se reproduisent en puisant l'énergie du soleil et des produits chimiques végétaux. Cependant que le foie évacue les déchets toxiques du sang, et les élimine par la vessie et les reins. Toutes ces interactions sont concurrentes et simultanées. Bien que le temps se déroule de façon continue, les événements ne surviennent pas selon un cours indépendant ou linéaire. Afin de percevoir et de comprendre l'histoire, ou la réalité du passé, il est nécessaire de prendre en compte la totalité des événements comme partie d'un ensemble interactif. On peut également se représenter le temps comme une vibration uniforme qui parcourt l'univers physique dans sa globalité. Earle expliqua que les ISBI existaient antérieurement à l'apparition de l'univers. La raison pour laquelle ils sont décrits comme « immortels » est le fait qu'un esprit ne peut naître ni s'éteindre, mais existe conformément à un concept du type « sera ». Earle s'appliqua à expliquer qu'aucun esprit n'est identique à un autre, chacun est totalement unique par son identité, son pouvoir, sa conscience ou ses capacités. La différence entre un ISBI du type d'Earle et la plupart des ISBI qui habitent des corps sur Terre tient au fait qu'Earle a la faculté de s'introduire et de s'extraire librement de son corps artificiel. Elle possède des facultés de perception spécifiques dans les profondeurs de la matière. Earle et les autres officiers du domaine peuvent communiquer par télépathie. Dans la mesure où un ISBI n'est pas une entité appartenant à l'univers physique, il n'a pas de localisation dans l'espace ni dans le temps. Un ISBI est littéralement immatériel. Il peut parcourir des distances spatiales immenses, instantanément. Il peut éprouver des sensations plus intensément qu'un corps physique, sans recourir à des mécanismes sensoriels physiques. Un ISBI peut exclure la douleur de son expérience. Earle peut également se remémorer son identité, pour ainsi dire à travers la nuit des temps, jusqu'à des trillions d'années. Elle me rapporta que l'ensemble des soleils qui se trouvent dans ce secteur immédiat de l'univers brûle depuis 200 trillions d'années. L'âge de l'univers physique est pratiquement infini, mais remonte probablement à 4 quadrillions d'années pour ce qui est de ses premiers instants. Le temps est un facteur difficile à mesurer, compte tenu qu'il repose sur la mémoire subjective des ISBI, et qu'il n'existe pas d'archives synthétiques des événements survenus dans l'univers physique depuis son origine. De la même façon, différents systèmes de mesure du temps existent sur Terre, définis par des cultures diverses, qui utilisent des cycles de mouvement et des points d'origine pour établir l'âge et la durée. L'univers physique lui-même est formé par la mixtion et la fusion de nombreux autres univers individuels, dont chacun a été créé par un ISBI ou par un groupe d'ISBI. Ces univers illusoires en collision se sont agrégés et amalgamés, puis se sont solidifiés pour former un univers créé collectivement. Compte tenu que l'énergie et les formes peuvent être créées mais ne peuvent pas être détruites, ce processus créatif a continué à engendrer un univers en expansion continue, de dimensions physiques pratiquement infinies.
Antérieurement à la formation de l'univers physique, exista une longue période au cours de laquelle les univers n'étaient pas solides, mais au contraire, totalement illusoires. On pourrait dire que l'univers était constitué d'illusions magiques créées pour apparaître et s'évanouir au gré du magicien. Dans tous les cas, le magicien était un ou plusieurs Isbis. De nombreux Isbis sur Terre peuvent encore se remémorer de vagues images de cette période. Les récits de magie, de sorcellerie, les contes de fées et les récits mythologiques se réfèrent à ces choses, quoiqu'en des termes très approximatifs. Chaque Isbi a pénétré dans l'univers physique après avoir perdu son propre univers d'origine, c'est-à-dire quand l'univers, d'origine, d'un Isbi a été conquis par l'univers physique, ou quand l'Isbi s'est associé à d'autres Isbi pour créer ou envahir l'univers physique. Sur Terre, il est difficile, pour deux raisons, d'établir à quel moment un Isbi est entré dans l'univers physique. Premièrement, la mémoire des Isbis sur Terre a été effacée, et deuxièmement, l'arrivée ou l'invasion des Isbis dans l'univers physique a eu lieu à différentes époques. Pour les uns, il y a 60 trillions d'années environ, et pour d'autres, il y a seulement 3 trillions d'années. À court intervalle de quelques millions d'années, un secteur ou une planète est conquise par un nouveau groupe d'Isbis qui pénètre dans ce secteur. Dans certains cas, ils capturent d'autres Isbis pour les réduire en esclavage. Ceux-ci sont alors contraints d'habiter des corps physiques pour accomplir des tâches serviles ou manuelles, en particulier dans les gisements de minéraux, sur des planètes de forte gravité telles que la Terre. Elle affirma qu'elle était membre du corps expéditionnaire du domaine depuis plus de 625 millions d'années, au moment où elle devint pilote dans une mission d'observation biologique qui comprenait des visites ponctuelles sur Terre. Elle est capable de se remémorer l'intégralité de sa carrière à ce titre, et jusqu'à une période très reculée. Elle me déclara que les scientifiques terrestres ne disposent pas d'un système de mesure fiable pour sonder l'âge de la matière. Ils tiennent pour acquis que, du fait que certains types de matériaux semblent se détériorer assez rapidement, tels que les matières organiques ou les matières à base de carbone, on peut en déduire que se produit une dégradation de la matière. Il n'est pas approprié de mesurer l'âge de la pierre en se basant sur l'âge du bois ou de l'os. C'est là une erreur fondamentale. En fait, la matière ne se dégrade pas, elle ne peut pas être détruite. La matière peut être altérée dans sa forme, mais elle n'est jamais véritablement détruite. Le domaine a procédé à une inspection périodique des galaxies dans ce secteur de l'univers depuis l'époque où il a mis au point des technologies de voyage spatial, il y a environ 80 trillions d'années. Un examen des changements qui ont affecté le relief terrestre révèle que les chaînes de montagnes s'élèvent et s'affaissent, que les continents dérivent, que les pôles basculent, que les calottes glaciaires s'étendent et reculent, que les océans se forment et disparaissent, que les rivières, les vallées et les canyons se transforment. Dans tous les cas, il s'agit de la même matière. Il s'agit toujours du même sable. Chaque forme et substance est faite à partir du même matériau de base, qui ne se dégrade jamais. Note personnelle de Mathilda O'Donnell. Je suis totalement incapable de concevoir le degré d'avancement qu'a pu atteindre une civilisation, techniquement et mentalement, après des trillions d'années. Pensez seulement au progrès atteint par notre pays, comparé à ce qu'il était il y a à peine 150 ans. Quelques générations avant nous, on se déplaçait à pied, à dos de cheval ou en bateau, on lisait à la lueur d'une bougie, on se chauffait et on cuisinait sur un feu de cheminée, et les logements n'étaient pas équipés de canalisation. Transcription officielle d'interrogatoire. Top secret. Transcription officielle de la base aérienne militaire de Roswell, US Air Force, 509e unité de bombardier. Sujet, Alien Interview, 24 juillet 1947, première séance. Elle me décrivit les qualifications d'un officier ISBI du domaine, et elle me démontra l'une de celles-ci quand elle contacta, par télépathie, un officier de communication du domaine, qui était stationné dans la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes est formée de milliers de débris d'une planète qui existait autrefois, entre Mars et Jupiter. Elle fait office de base de propulsion de faible gravité pour les vaisseaux spatiaux voyageant en direction du centre de la galaxie. Earl demanda à cet officier de consulter les informations stockées dans les archives du domaine, concernant l'histoire de la Terre.
Elle demanda à l'officier de communication de lui transférer les informations. L'officier de communication mit la requête à exécution immédiatement. À partir des informations conservées dans les archives du domaine, Earl fut capable de me dispenser un bref aperçu, ou une leçon d'histoire. Voici ce que Earl me rapporta concernant l'histoire de la Terre. Selon les archives du domaine, elle me dit que le corps expéditionnaire du domaine pénétra pour la première fois dans la Voie lactée à une date très récente, il y a 10 000 ans environ. Leur première mission consista à conquérir les planètes mères de l'Ancien Empire. Il ne s'agit pas là du nom officiel, mais d'un surnom donné à la civilisation conquise par les forces du domaine, qui faisait office de siège du gouvernement central pour cette galaxie, et pour d'autres régions voisines de l'espace. Ces planètes se situent dans les systèmes stellaires qui appartiennent à la queue de la Grande Ourse. Elle ne précisa pas de quelles étoiles il s'agissait exactement. Environ 1500 ans plus tard, le domaine commença à installer des bases à l'intention de ses propres forces sur l'axe d'expansion qui conduit jusqu'au centre de la galaxie. Il y a 8200 ans, les forces du domaine implantèrent une base sur Terre dans la chaîne de l'Himalaya, près de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Cette base était destinée à un bataillon du corps expéditionnaire du domaine, formé de 3000 membres. Ils édifièrent une base sous, ou à l'intérieur, du sommet d'une montagne. Ce sommet fut foré et creusé afin de libérer un espace approprié pour recevoir les vaisseaux et le personnel de cette force. On créa un hologramme pour dissimuler la base en projetant une image artificielle sur un écran de force depuis le cœur de la montagne. Les vaisseaux pouvaient alors entrer et sortir en traversant l'écran de force, à l'insu des Homo sapiens. Peu de temps après qu'ils se fussent installés, la base fut surprise par une attaque menée par une unité intacte des forces militaires dès l'Ancien Empire. Totalement à l'insu du domaine, une base souterraine secrète sur Mars, utilisée par l'Ancien Empire, avait été préservée pendant une très longue durée. La base du domaine fut anéantie par une attaque militaire depuis la base martienne, et les Isbis du corps expéditionnaire du domaine furent capturés. Comme vous pouvez l'imaginer, le domaine fut extrêmement choqué d'avoir perdu un contingent aussi important d'officiers et de membres d'équipage. Ils dépêchèrent d'autres équipages sur Terre à leur recherche. Ces équipages furent également attaqués. Les Isbis des forces du domaine qui furent capturés furent traités de la même manière que tous les autres Isbis qui ont été envoyés sur Terre. Ils furent soumis à un traitement amnésique, leur mémoire remplacée par des représentations artificielles et par des commandes hypnotiques. Ils furent ensuite envoyés sur Terre pour habiter des corps biologiques. Jusqu'à présent, ils font partie de la population humaine. À la suite d'une investigation très intensive et de grande ampleur sur la perte de ces équipages, le domaine découvrit que l'Ancien Empire avait opéré dans ce secteur de la galaxie depuis des millions d'années, à partir d'une base de dimensions considérables, et très habilement dissimulée. Personne ne sait depuis quand exactement. Les vaisseaux spatiaux de l'Ancien Empire et ceux du domaine finirent par s'affronter en combat ouvert dans l'espace du système solaire. Selon Earl, les forces de l'Ancien Empire et celles du domaine s'affrontèrent dans une bataille continue jusqu'à environ 1235 après Jésus-Christ, date à laquelle les forces du domaine finirent par détruire le dernier des vaisseaux spatiaux de l'Ancien Empire dans ce secteur. Le corps expéditionnaire du domaine perdit également un grand nombre de vaisseaux à la même époque. Environ 1000 ans plus tard, la base de l'Ancien Empire fut découverte de façon fortuite au printemps de l'année 1914. La découverte se produisit au moment où le corps de l'archiduc d'Autriche fut occupé par un officier du corps expéditionnaire du domaine. Cet officier, qui était stationné dans la ceinture d'astéroïdes, fut envoyé sur Terre pour une mission de routine de reconnaissance. L'objectif de cette prise en charge consistait à prendre l'apparence de ce corps de façon à infiltrer la société humaine et à recueillir des informations sur les événements contemporains sur Terre. Étant donné que l'officier, en tant qu'Isbi, possédait un pouvoir supérieur à celui de l'être qui habitait le corps de l'archiduc, l'officier expulsa simplement l'entité et prit le contrôle du corps. Toutefois, l'officier en question ignorait le degré de haine que les Habsbourg inspiraient aux factions hostiles répandues dans le pays, et il fut pris au dépourvu quand le corps de l'archiduc fut assassiné par un étudiant bosniaque. L'officier, ou Isbi, fut brutalement extirpé du corps au moment où il fut abattu par l'étudiant. Désorienté, l'Isbi pénétra par inadvertance dans un des écrans de force amnésique, et fut capturé.
Le domaine découvrit postérieurement qu'un secteur très vaste de l'espace est surveillé par un champ de force électronique qui contrôle la totalité des ISBI dans cette partie de la galaxie, y compris la Terre. Le champ de force électronique est conçu pour détecter les ISBI et les empêcher de quitter le secteur. Si un ISBI tente de pénétrer l'écran de force, ce dernier le capture dans une sorte de filet électronique. Le résultat est que l'ISBI capturé est soumis à un lavage de cerveau extrêmement brutal qui efface la mémoire de l'ISBI. Ce traitement recourt à une décharge électrique d'une intensité inouïe, de façon analogue à l'usage de l'électrochoc thérapeutique par les psychiatres afin d'effacer la mémoire et la personnalité d'un patient et le rendre plus coopératif. Sur Terre, cette thérapie se limite à quelques centaines de volts électriques. Par contre, le voltage utilisé par l'opération de l'Ancien Empire à l'encontre des ISBI est d'une magnitude de milliards de volts. Une décharge d'une telle violence supprime instantanément l'intégralité de la mémoire de l'ISBI. L'effacement de mémoire ne concerne pas seulement une seule existence ou un seul corps, l'opération supprime la totalité des expériences accumulées dans un passé pratiquement infini, aussi bien que l'identité de l'ISBI. L'électrochoc vise à priver les ISBI de la capacité de se rappeler qui ils sont, d'où ils viennent, leur savoir ou leurs compétences, leur mémoire du passé, ainsi que leur capacité à fonctionner en tant qu'entité spirituelle. Ils sont broyés et transformés en une non-entité robotique, dépourvue de conscience. Consécutivement à l'électrochoc, une série de suggestions post-hypnotiques sont appliquées dans le but d'implanter en chaque ISBI des souvenirs artificiels, ainsi qu'une fausse notion du temps. Cela inclut la commande de retourner à la base après la mort du corps, en vue d'appliquer à nouveau l'électrochoc et le traitement hypnotique, encore et encore, perpétuellement. La commande hypnotique ordonne également aux patients de renoncer à conserver ses souvenirs. Ce que le domaine a appris de l'expérience de cet officier est que l'Ancien Empire a utilisé la Terre en tant que planète prison au cours d'une période extrêmement longue. La durée précise en est inconnue, et s'étend probablement sur plusieurs millions d'années.